concernant comment développer le conseil associé à l'officine. Bérangère va vous présenter le contenu. Et de notre côté, on est très content de vous accueillir. C'est notre deuxième webinaire que nous organisons chez Adilis et nous espérons que vous allez profiter pleinement de ce qui va vous être présenté par Bérangère. Bérangère, je te laisse te présenter et poursuivre la présentation. Merci à tous. Merci Delphine. Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire consacré au développement du conseil associé à l'officine. Alors, je vous remercie également pour votre présence aujourd'hui. Je me présente, je m'appelle Bérangère Deslandes, je suis pharmacien adjoint en officine depuis plus de 20 ans et je suis également formatrice et je conçois et j'anime des formations pour les professionnels de santé. Alors, l'objectif de ce webinaire aujourd'hui, c'est d'identifier pourquoi il est important de développer les compétences de l'équipe officinale sur le conseil associé et surtout comment y parvenir. Pour cela, notre webinaire va s'articuler en 4 axes. Nous allons d'abord voir quelle est votre approche du conseil associé. Nous définirons ensuite ce qu'est le conseil associé et son cadre réglementaire. Nous identifierons également les enjeux et les facteurs limitants du conseil associé. Et enfin, nous préciserons quelles sont les 5 grandes étapes du processus de conseil associé, étapes qu'il faudra suivre pour parvenir à faire une vente pertinente pour votre patient. Alors, je vous propose de commencer par identifier votre approche du conseil associé. Donc, lorsque vous vous êtes inscrit à ce webinaire, nous vous avons interrogé sur justement votre rapport au conseil associé et on vous a posé pour ça quelques questions, notamment est-ce que vous employez une méthodologie quand vous faites du conseil associé? Est-ce que vous rencontrez parfois des blocages au moment de conseiller ou est-ce que vous rencontrez parfois des objections de la part de votre patient? Et nous vous avions également demandé de renseigner la typologie d'officine dans laquelle vous exercez, ainsi que la fréquence à laquelle vous faites du conseil. Alors, voici les résultats de ce sondage. Donc, initialement, vous étiez 82 répondants lors de l'inscription. Et ces résultats sont assez parlants, puisqu'ils nous montrent pour la première question, donc quand on vous a demandé si vous appliquiez une méthodologie spécifique lors du conseil associé, eh bien, on s'aperçoit finalement que 96% d'entre vous n'emploient pas de méthode particulière. À la question « Qu'est-ce qui vous bloque le plus pour faire du conseil associé ?» Eh bien, c'est justement ce manque de méthode qui constitue pour vous le premier obstacle pour réaliser du conseil associé, devant le manque de temps et en dernier, le manque de confiance pour se lancer dans le conseil. Et enfin, troisième point, par rapport aux objections qui sont formulées par le patient, eh bien, plus de la moitié d'entre vous ne parvient à y répondre que parfois, ce qui fait qu'au final, la majorité d'entre vous ne conclut pas sa vente en systématique. Donc, il ressort finalement de ces chiffres que pour bon nombre d'entre vous, il y a des blocages qui existent et qui viennent freiner la réussite du conseil associé. En ce qui concerne vos profils, les chiffres nous ont indiqué que vous exerciez principalement en zone rurale, en bourg ou en petite ville et que vous êtes quand même 62% à proposer un conseil associé de façon régulière. Alors, après ces données statistiques, nous allons maintenant, dans cette deuxième partie, définir ce qu'est le conseil associé ainsi que son cadre réglementaire. Alors, voici une définition du conseil associé. Le conseil associé, c'est l'acte de proposer une solution utile qui s'ajoute aux besoins initial du patient, que ce soit pour une prescription ou pour une demande spontanée. Donc, vous constaterez d'emblée qu'avec le conseil associé, vous allez apporter une solution supplémentaire à la prise en charge initiale de votre patient, mais surtout, vous constaterez que le conseil associé, eh bien, il ne s'applique pas uniquement dans le cas où le patient présente une ordonnance. Effectivement, cette démarche de conseil associé, eh bien, elle fait partie intégrante de votre rôle et de celui de l'équipe officinale, et elle peut être mise en œuvre dans 3 situations différentes. La première situation, c'est lors de la délivrance d'une ordonnance. Donc ça, c'est la situation la plus classique. Vous avez par exemple un patient qui vient avec une ordonnance d'antibiotiques, eh bien, vous allez lui proposer par exemple des probiotiques à côté pour protéger sa flore intestinale. Deuxième situation de conseil associé, c'est quand par exemple, eh bien, un patient eh bien, vous allez venir lui proposer quelque chose en plus pour le soigner, par exemple un collutoire ou un sirop. Donc là, vous allez faire un conseil associé. Et enfin, troisième situation possible de conseil associé, eh bien, c'est lorsque vous allez relever un besoin particulier lorsque vous échangez verbalement avec votre patient. Par exemple, il vient à la pharmacie pour renouveler son traitement habituel, et puis il va vous dire, pendant qu'il vous parle, qu'il ne se sent pas très en forme en ce moment, qu'il dort mal, qu'il est fatigué. Eh bien, vous allez pouvoir rebondir sur ce besoin et utiliser quelque chose pour le soigner.
Donc, vous voyez, on a 3 situations possibles pour faire du conseil associé, et ça ne se limite pas uniquement au cas de la délivrance d'une ordonnance. Le conseil associé, il va se différencier finalement du conseil habituel que l'on donne à notre patient lorsqu'on délivre un médicament. Donc, généralement, le conseil habituel, eh bien, il est centré sur des explications sur la pathologie ou sur le traitement qu'on délivre. On va donner tous les renseignements nécessaires au patient pour qu'il ait une bonne observance. On va lui indiquer les modalités de prise du traitement, la posologie, la durée, etc. Et puis, on va le prévenir aussi des effets secondaires. Là, avec le conseil associé, on va plutôt chercher à lui apporter une réponse globale et personnalisée afin d'optimiser sa qualité de vie et surtout d'atténuer les sources d'inconfort. Alors, ces inconforts, ils peuvent être de différentes natures, aussi bien physiques que psychologiques, et ils peuvent être liés soit à une pathologie, soit à un traitement en cours, soit à la situation physiologique du patient. Donc là, on est vraiment sur un conseil qui a une vraie valeur ajoutée, qui va avoir un intérêt et un bénéfice réel pour le patient. En ce qui concerne le cadre réglementaire, le conseil associé, eh bien, il implique la dispensation de produits pharmaceutiques et ce sont tous ceux qui vont être autorisés en vente libre. Donc, à savoir tous les médicaments qu'on peut vendre sans ordonnance, les dispositifs médicaux et puis aussi tous les autres produits de santé qu'on va regrouper finalement dans la parapharmacie. Alors, il ne faut pas oublier également que la responsabilité professionnelle du pharmacien, elle est engagée lors d'un conseil ou lors de la vente d'un produit. Et finalement, eh bien, on pourra venir nous reprocher de ne pas avoir donné au patient un conseil adapté, voire de ne pas lui avoir donné de conseil du tout. Et de même, notre responsabilité, eh bien, elle est engagée en cas de non-réorientation du patient, par exemple, ou si manifestement sa prise en charge n'est pas de notre ressort, mais qu'elle relève de celui d'un autre professionnel de santé. Donc c'est pour ça, il est aussi important pour nous de bien savoir distinguer les situations à risque chez nos patients, quand par exemple ils présentent des signes de gravité. Eh bien, dans ce cas-là, c'est à nous de les orienter convenablement et bien évidemment, dans ces cas-là, on ne fera pas de conseil associé. Enfin, dernier aspect du cadre réglementaire, bien se rappeler que tous les conseils qui sont réalisés par les préparateurs, eh bien, ils restent également sous la responsabilité des pharmaciens. Ainsi, pharmaciens comme préparateurs, eh bien, ils doivent tous les deux s'assurer du respect de la qualité et de la sécurité du conseil. Il faudra bien vérifier que le patient fasse bon usage du médicament qu'on lui conseille et aussi qu'il n'y ait pas d'interaction ou de contre-indication. Il sera également important de respecter la réglementation qui est liée aux produits de santé, aux dispositifs médicaux et aux compléments alimentaires. Ça signifie, on l'a dit tout à l'heure, qu'on ne délivre pas de médicaments qui sont sur ordonnance. Les dispositifs médicaux ils doivent être marqués CE et vous devez fournir aux patients une explication sur ces modalités d'utilisation. Et pour ce qui est des compléments alimentaires, eh bien, faire attention, on ne peut pas leur attribuer d'effets thérapeutiques, mais seulement un effet nutritionnel ou physiologique. Et puis enfin, votre conseil, eh bien, il doit être transparent et éthique, c'est-à-dire que le patient il doit être capable de faire facilement la différence entre un conseil gratuit que vous allez lui donner, par exemple des conseils sur les modalités de prise ou des conseils hygiéno-diététiques, et entre un conseil payant. Voilà. Dans tous les cas, votre conseil associé, il faut qu'il ait un intérêt pour le patient. Il ne s'agit pas ici de vendre pour vendre, ni bien sûr de forcer la vente. Alors, pour délimiter le cadre réglementaire, eh bien, identifions maintenant les enjeux et les facteurs limitants du conseil associé. Donc, pour faire un état des lieux, voici quelques chiffres qui portent sur le marché du conseil officinal en 2025. Là, on entend conseil officinal au sens large, auquel finalement appartient le conseil associé. Donc, le conseil officinal, c'est un marché qui est en hausse de 7,2% par rapport à l'année précédente. Il représente environ, pour certaines pharmacies qui sont très lancées sur le conseil, il peut représenter jusqu'à 20 à 25% de leur chiffre d'affaires. Et l'OTC, de manière générale, représente 5% du chiffre d'affaires et la parapharmacie jusqu'à 12%. Donc, c'est préférentiellement sur ces deux catégories, bien sûr, que le conseil associé doit se développer. Et enfin, le panier moyen en officine sur la vente libre, eh bien, il est en légère croissance et il se situe environ entre 14 et 17 euros. Si on fait un classement par famille de produits conseils, eh bien, en tête du podium, vous avez la santé familiale qui représente 45% des parts de marché. Dans la santé familiale, on a principalement les antalgiques, tous les médicaments pour la digestion et aussi les médicaments pour le rhume et la toux. En deuxième place, on a la diététique avec 24% des parts de marché. Donc là, c'est par exemple tout ce qui est compléments alimentaires, les gammes qui sont liées à la minceur ou les gammes spécifiques sportifs. Et en troisième place, eh bien, c'est le marché de la dermocosmétique avec 22%. Donc là, essentiellement, tous les produits dermatologiques qui sont destinés à toute la famille, ainsi que la beauté féminine et les produits d'hygiène.
Donc, ces chiffres, eh bien, ils nous montrent bien que le conseil officinal a deux facettes. Non seulement il va répondre aux besoins et aux demandes des patients, mais il va aussi représenter une part importante du chiffre d'affaires de l'officine. C'est pour ça, il est vraiment pertinent de développer globalement ce conseil officinal et notamment le conseil associé, qui lui est une branche du conseil officinal et qui va reposer vraiment sur une démarche proactive de votre part. Finalement, les enjeux pour vous, ils seront les suivants. C'est d'essayer de réaliser un conseil associé à chaque délivrance d'ordonnance ou à chaque vente de produits conseils, ou on l'a dit aussi tout à l'heure, dès que vous relevez un besoin particulier, par exemple, chez votre patient. Ça va contribuer à accroître le chiffre d'affaires et la performance économique de l'officine. Et puis, ça va aussi permettre de renforcer la relation de confiance et la satisfaction du patient. Alors, quels sont pour vous les leviers d'action pour développer ce conseil associé? Donc, premier point, c'est d'optimiser votre espace de vente. Ça va passer notamment par tout ce que vous allez pouvoir mettre en place pour mettre en avant vos produits et vos gammes, par exemple le merchandising ou les plannings promotionnels. Deuxième point, c'est l'accompagnement des équipes officinales pour les aider finalement dans la mise en œuvre de cette démarche du conseil associé. Et troisième point, eh bien, ça passe par la formation continue des équipes officinales, aussi bien sur la maîtrise des techniques de vente que sur les différentes gammes de produits que vous proposez dans votre officine. Ainsi, il apparaît important de développer le conseil associé à l'officine, car au-delà de son impact positif sur le chiffre d'affaires, le conseil associé, il permet également de mettre en valeur l'expertise et les compétences de l'équipe officinale, ce qui s'avérera vraiment valorisant et motivant pour le personnel. Alors, nous venons de préciser les enjeux et l'intérêt de développer le conseil associé, mais malheureusement, il y a certains facteurs qui vont s'avérer limitants. Alors, il y a trois grands types de facteurs limitants. Donc, tout ce qui va être lié aux patients, tout ce qui va être lié aux professionnels de santé, qu'ils soient pharmaciens ou préparateurs, et puis enfin, tout ce qui va être lié à la pharmacie en général, et plutôt sur tout ce qui concerne son organisation. Alors, quels sont les blocages qui sont liés aux patients et qui peuvent nous freiner dans le conseil associé? Donc, premier cas, par exemple, c'est un patient qui va être peut-être sensible au prix et qui ne va pas souhaiter engager une dépense supplémentaire. D'emblée, il vous dit, moi, je veux ça et rien d'autre. Deuxième cas, ça peut être un patient qui va peut-être percevoir votre démarche de conseil comme abusive. Peut-être qu'il a déjà eu des mauvaises expériences par le passé ailleurs. Donc, forcément, il va être méfiant. Troisième cas, c'est tout ce qui va être patient pressé, stressé, qui va être peu réceptif aux conseils car pas disponible. Et enfin, on a aussi le patient qui peut être très informé et ça peut nous dissuader finalement de tenter de faire un conseil associé puisque le patient, il vous donne l'impression qu'il en sait plus que vous. Donc, c'est pas forcément évident d'aborder le conseil dans ce cas-là. Ensuite, il y a les blocages qui sont liés à nous, les professionnels de santé. Alors, ça peut être par exemple la peur de rallonger le temps d'attente s'il y a déjà beaucoup de monde dans l'officine. Ça peut être tout simplement la peur de déranger le patient ou aussi la crainte qu'il refuse ou qu'il ait peut-être une réaction négative à notre proposition. On peut aussi parfois avoir des idées reçues sur notre propre rôle qu'on perçoit comme limité. On va peut-être se dire, là, moi, je suis juste là pour délivrer des ordonnances et donner ce qu'on me demande, mais je ne vais pas proposer quelque chose en plus, par exemple, qui ne serait pas prescrit. Ça peut aussi être dû à un manque de confiance qui va nous empêcher de nous lancer, et puis aussi une insuffisance de maîtrise des techniques du conseil associé. Donc, vous voyez donc qu'il y a quand même différents blocages qui peuvent être liés aux professionnels de santé, mais sur lesquels il est possible de travailler pour lever ces freins. Enfin, troisième type de blocage, c'est tout ce qui va être lié à l'organisation de l'officine. Donc ça peut être par exemple dû à une surcharge d'activité qui va entraîner un manque de temps, ou par exemple s'il y a un problème de personnel, s'il est insuffisant par rapport à l'affluence. Ça peut aussi s'expliquer par un espace de confidentialité limité. C'est vrai que ce n'est pas propice aux échanges et ça ne va pas nous aider à nous lancer dans le conseil. Enfin, tout ce qui va être manque d'harmonisation des pratiques au sein de l'équipe officinale, ça n'incite pas non plus à faire du conseil associé parce qu'il peut y avoir un manque de structuration ou pas de ligne claire à suivre dans l'équipe. Et dernier point, le blocage peut aussi être dû à une insuffisance des outils qui sont dédiés à la formation et à l'accompagnement des équipes et ça ne permet pas au personnel d'être suffisamment en confiance pour faire du conseil. Donc là encore, il est possible de trouver des moyens et de mettre des choses en place pour parvenir à lever ces freins. Donc, si on résume, finalement, on a 4 leviers qui sont vraiment importants pour nous aider à faire face à certains de ces blocages et développer le conseil associé à l'officine. Donc, le premier levier, déjà, c'est de former l'équipe officinale sur le conseil associé. Le deuxième levier, c'est vraiment d'appliquer une méthodologie spécifique qui va nous aider dans ce processus de conseil associé. Troisième levier, c'est de savoir maîtriser les techniques de vente qui permettront l'aboutissement du conseil.
Et quatrième levier, eh bien, c'est d'harmoniser les pratiques au sein de l'équipe officinale pour que chacun procède finalement de façon cohérente et identique. Donc, on voit bien que le conseil associé, ça ne s'improvise pas. Il s'agit véritablement d'une démarche à mettre en place qui va reposer à la fois sur un processus par étapes et aussi sur le choix d'une stratégie d'argumentation afin de nous aider à obtenir l'adhésion du patient et donc d'aboutir à la vente. Alors, c'est pourquoi, dans la partie suivante, eh bien, je vous propose qu'on identifie les grandes étapes du processus de conseil associé, qui sont au nombre de 5. Alors, ces étapes, ce sont les suivantes, et elles vont être mises en œuvre par l'équipe officinale à chaque fois qu'elle souhaite réaliser un conseil associé. La première étape, ça va être d'accueillir le patient. La deuxième étape, ça va être d'identifier le besoin du patient, c'est-à-dire pourquoi il vient, qu'est-ce qu'il lui faut. Alors, c'est peut-être pas être forcément clairement exprimé ou non, et dans ce cas-là, ça va être à nous d'aller creuser pour comprendre quel est le besoin. Troisième étape, ça va être d'identifier la typologie du patient, c'est-à-dire quelles sont les caractéristiques de sa personnalité et ce qui va le motiver à acheter. Quatrième point, eh bien, ça va être le moment où vous allez conseiller et argumenter. Et pour ça, eh bien, vous allez vous appuyer sur les 2 étapes précédentes, c'est-à-dire il va falloir vous adapter aux besoins et à la typologie de votre patient. Et enfin, dernière étape, eh bien, ça va être celle où vous allez conclure la vente. Alors, par rapport à ce processus par étapes, nous avons créé une petite fiche mémo qui reprend voilà, le détail de ces étapes et ce sera mis à votre disposition gratuitement dans les ressources du site d'Adilis, normalement dans la journée. Alors, Je vous Bérangère, je propose, me permets juste oui, d'intervenir. C'est bon, cette fiche mémo est en ligne. est en Donc, ligne. vous Voilà, pouvez vous aller la pourrez, voilà, télécharger. voilà, dès la fin du webinaire, vous pourrez aller la télécharger. Merci Delphine. Alors, je vous propose qu'on rentre bien, un peu plus en détail justement sur ces différentes étapes du processus de conseil associé. La première étape du processus, c'est l'accueil du patient. Donc là, il s'agit vraiment d'une étape clé puisque c'est le premier contact que vous allez nouer avec lui et d'emblée, eh bien, ça va favoriser le climat de confiance entre vous. Ça favorisera également l'ouverture au dialogue, c'est-à-dire que le patient il sera plus enclin à s'exprimer et également à écouter votre conseil. Ça favorisera la qualité globale de votre conseil et la satisfaction du patient. Alors, quels sont les points clés à développer et à maîtriser pour un bon accueil du patient? Déjà, il faudra soigner la qualité générale de votre accueil. Ça va passer par exemple par le regard, le sourire, le ton chaleureux de la voix. Ensuite, il va falloir savoir amorcer le dialogue avec le patient en utilisant des bonnes techniques d'accroche. Il faudra adopter la bonne posture professionnelle et surtout aussi bien comprendre l'importance de la communication verbale et de la communication non verbale dans la relation avec le patient. Donc ça, c'est une notion qui est très intéressante et qui renvoie à la règle des 3 V qui a été développée par un psychologue américain qui s'appelle Albert Mehrabian, et ça, c'était à la fin des années 60. Eh bien, cette règle des 3 V, elle précise en fait que dans la communication interpersonnelle, c'est-à-dire dans les échanges entre les individus et dans l'expression des émotions, eh bien, seulement 7% de notre communication repose sur le verbal, donc c'est-à-dire sur nos mots, alors que 93% peut reposer sur le non-verbal, donc à savoir notre manière de parler et aussi nos expressions corporelles. Et donc, si on ne fait pas attention, il peut y avoir une contradiction entre le verbal et le non-verbal, et ça va nuire à la qualité de notre échange. Donc, ce sera à nous d'être vigilants pour rester cohérents lors de l'échange avec notre patient. Alors, si vous souhaitez en savoir plus sur Mehrabian et sur cette règle des 3 V, eh bien, c'est pareil, vous pourrez également retrouver dans les ressources sur le site Adilis un lien qui vous renverra vers un article intéressant que je vous invite à lire à l'issue du webinaire. Alors, deuxième étape ensuite de notre processus de conseil associé, eh bien, ça va être d'identifier le besoin du patient. Donc, lorsque votre patient il vient à la pharmacie, il a une demande ou un besoin particulier. Eh bien, ici, il va s'agir de bien décoder ce besoin, voire peut-être d'aller plus loin en cherchant ce que le patient ne vous dit peut-être pas clairement, afin de bien identifier ce besoin réel et surtout de le comprendre pour lui apporter la meilleure des réponses. Dans cette deuxième étape, l'identification du besoin, les points clés à développer et maîtriser, eh bien, ce sont l'écoute active. Donc ça, c'est une écoute qui va vous permettre d'avoir vraiment une approche centrée sur la personne qui vous parle afin de bien comprendre ce qu'elle vous dit. Ensuite, vous allez procéder à un questionnement ciblé. Ça va faire suite à cette phase d'écoute et ça va vous permettre de bien creuser pour identifier le besoin du patient. Donc là encore, ça va s'appuyer sur des techniques spécifiques de questionnement. Et enfin, dernier point, il faudra valider le besoin du patient avec lui, c'est-à-dire vraiment s'assurer ensemble que vous avez bien analysé et compris ses attentes.
Troisième étape, qui est au cœur du processus de conseil associé, eh bien, c'est l'identification de la typologie du patient. Alors, la typologie du patient, ça se définit par deux éléments. D'une part, son profil comportemental. Donc, concrètement, c'est quelles sont les caractéristiques de sa personnalité. Connaître le profil comportemental du patient, eh bien, ça va vous aider à adapter votre manière de lui parler. Il est évident que vous ne vous exprimerez pas de la même manière à une personne, par exemple, qui est joviale, expressive et détendue, qu'à une personne qui va être beaucoup plus rigide et qui a besoin peut-être d'informations très détaillées et structurées. Deuxième élément définissant la typologie du patient, eh bien, ce sont ses leviers de motivation. Concrètement, qu'est-ce qui le motive à acheter un produit? Est-ce que c'est le prix? Est-ce que c'est la composition? Est-ce que c'est la nouveauté du produit? Eh bien, en fonction du levier perçu, vous allez pouvoir adapter votre manière d'argumenter pour être le plus pertinent possible et être sûr de coller avec les attentes du patient. Ainsi, si vous identifiez la typologie de votre patient, eh bien, ça va vous permettre d'adapter votre discours et forcément bien d'augmenter vos chances d'obtenir l'adhésion du patient au conseil. Alors, quels sont les points clés à développer et à maîtriser pour identifier la typologie du patient? Donc là encore, ça implique de connaître des techniques spécifiques d'identification de cette typologie et surtout de savoir également analyser la manière de communiquer du patient. Et donc ici, c'est là encore que vous allez vous appuyer sur la communication verbale et sur la communication non verbale, donc cette fois celle de votre patient, pour bien cerner sa personnalité et ses leviers de motivation. Quatrième étape. Maintenant, eh bien, vous allez pouvoir procéder au conseil proprement dit, donc en proposant une solution pertinente au patient et surtout, il va falloir argumenter de façon à obtenir son adhésion et pour parvenir à ce que la vente aboutisse. Donc ça va impliquer de conseiller un produit qui sera bien adapté à la typologie de patient, c'est-à-dire il faut qu'il réponde à son besoin, mais qu'il corresponde aussi à son levier de motivation. Et là, il faudra encore employer des techniques spécifiques, donc à la fois lorsque vous allez argumenter pendant le conseil, et aussi pour être capable de répondre aux objections éventuelles qui peuvent être formulées par le patient. Effectivement, votre patient ne va peut-être pas adhérer d'emblée à votre proposition de conseil, donc ce sera à vous d'employer là encore une méthode pour être capable de répondre à ces objections, d'arriver à lever l'objection pour bien parvenir à finaliser la vente. Et enfin, cinquième et dernière étape, vous allez conclure la vente en employant là encore une démarche par étape qui consistera essentiellement à résumer ce qui a été dit, à vérifier que rien n'a été oublié et à vous assurer de l'adhésion du patient au conseil avant de finaliser la vente. Il sera important également de bien sécuriser vos conseils en proposant un suivi au patient si besoin, c'est-à-dire ne pas hésiter à lui dire de revenir vous voir s'il y a un problème ou en cas d'aggravation. Voilà donc pour les 5 grandes étapes de ce processus de conseil associé. Donc pour rappel, l'accueil, l'identification du besoin, l'identification de la typologie du patient, le conseil et l'argumentation et la conclusion de la vente. Alors, avant de solliciter vos retours, je vous propose une courte conclusion sur ce que nous venons de voir. Donc, retenez bien que le développement du conseil associé, c'est un levier essentiel et stratégique pour votre officine, car cela renforce les compétences et la valorisation de l'équipe officinale. Ça améliore la satisfaction et la relation avec le patient et ça contribue à la santé financière de l'officine. Mais il faut bien retenir que ça nécessite un savoir-faire et notamment d'appliquer une méthodologie et des techniques de vente spécifiques. Ça nécessite d'harmoniser les pratiques au sein de l'équipe officinale et surtout de s'exercer régulièrement pour pouvoir progresser. Alors, à votre tour maintenant de réagir et de vous exprimer sur ce que nous venons de voir. Quels sont vos retours sur ce sujet, vos impressions? Qu'est-ce qui vous semble facile, difficile? Donc, n'hésitez pas à laisser vos commentaires et vos questions éventuelles dans la conversation que Delphine va nous relayer. Oui, donc tout à fait. Si vous souhaitez, comme vient de vous le dire Bérangère, nous faire part de vos retours, n'hésitez pas à aller dans l'onglet Conversation et là, vous pouvez poser toutes vos questions et on y répondra. Nous avons un merci. Alors peut-être le temps que les participants posent leurs questions via l'onglet Conversation, je peux peut-être expliquer que nous organisons à partir de septembre 2 classes virtuelles de 3h30. Donc la première classe virtuelle
sur comment se former au conseil associé va se dérouler le 17 et le 18 septembre, donc de 9 h à 12 h 30. Et un peu plus tard dans l'année, le 5 et 6 novembre, sur le même format, donc 2 classes virtuelles de 3 h 30. Cette formation, elle est ouverte à tous, donc autant aux pharmaciens titulaires et adjoints qu'aux préparateurs. Et l'avantage, c'est que Adilis se charge de tout niveau administratif, c'est-à-dire que cette formation est en subrogation. Ça veut dire que notre service administratif se charge de faire toutes les démarches, soit auprès de l'OPCO, soit auprès du FIFPL. D'ailleurs, si vous souhaitez d'emblée vous inscrire, n'hésitez pas. Les inscriptions sont ouvertes via notre site internet. Je laisserai ensuite Bérangère vous expliquer le contenu de cette formation. Nous avons en attendant une participante qui demande s'il y a des questions type à poser. Donc ça, Bérangère, Alors, je te laisse répondre. dans les... quand on va voir les certaines méthodes, oui, il peut y avoir des questions types à poser. Alors, c'est pas forcément des questions types, mais en fait, pour chaque étape du processus de conseil associé, on va vraiment avoir une méthodologie de techniques de vente à appliquer. Et effectivement, dans certaines, par exemple, quand on lève les objections ou autres, oui, il peut y avoir des questions types, mais il faudra l'adapter à la situation. On peut pas dire qu'il y a une question pour chaque conseil. C'est plutôt une démarche vraiment à appliquer qu'on adaptera en fonction de notre patient aussi. Alors, pour le moment, Bérangère, il n'y a pas d'autres questions Oui, dans l'onglet conversation, donc je te laisse. Ah, si, pardon. Alors, attends, Bérangère. Bérangère nous parlait de oui, oui. méthode pour chaque étape. Nous n'en parlons pas aujourd'hui, pas de cas comptoir. Alors Non. là, Ouais, bah, c'est vrai que c'est un webinaire, donc on n'a pas le temps de tout aborder. Désolée, Bérangère, je réponds à ta place, mais je te laisse oui. alimenter si. Alors les cas de comptoir, en fait, on peut pas les faire sur un webinaire puisque ça nécessite de l'interaction entre les personnes. Donc là, justement c'est le but de la formation. Je vais vous présenter un petit peu plus après en détail. Hein. Dans la formation clés virtuelle, on a la moitié de la formation qui est consacrée exclusivement à des cas de comptoir en binôme, justement pour appliquer tout le processus du conseil associé et les différentes techniques de vente. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire d'emblée là sur un webinaire, puisque ça nécessite que vous ayez vu un peu la partie théorique pour ensuite vous l'appliquer. Donc, si tu veux, Delphine, j'en profite pour expliquer un petit peu Oui, l'objectif de la formation. Donc, oui. l'objectif global de la formation, c'est vraiment, vous avez compris, développer le conseil associé à l'officine en appliquant le processus par étapes que je vous ai décrit aujourd'hui dans les grandes lignes. Et là, on cherchera vraiment dans cette formation à employer les techniques de vente qui seront adaptées à la typologie du patient. Donc, en fait, la première séquence de la formation, elle est plus là pour apporter les bases théoriques. On va vraiment identifier en détail le cadre général du conseil associé, ses bénéfices et ses freins. On verra toutes les différentes stratégies qui existent au niveau du conseil associé et puis on fera bien la différence entre le processus et la technique de vente. Et après, on détaillera toutes les étapes du processus et on développera à chaque fois toutes les techniques de vente qui peuvent être mises en œuvre à chacune des étapes. Donc, c'est ce que je vous ai expliqué aujourd'hui dans les points à développer et à maîtriser. Eh bien là, ils seront totalement explicités et détaillés. Et ensuite, dans la deuxième séquence de la formation, donc elle est beaucoup plus pratique. Là, le but, c'est vraiment de mobiliser toutes les notions qui auront été vues dans la première séquence et surtout de mettre en œuvre ces techniques de vente. Donc ça se fait grâce à des mises en situation concrètes où vous serez en binôme et vous réaliserez vraiment des jeux de rôle sur des conseils associés pertinents en suivant bien toutes les étapes du processus de conseil associé et en employant les bonnes techniques. Donc, c'est-à-dire qu'à chaque fois, vous aurez une situation clinique qui sera expliquée avec un profil type de patient. Et il y a quelqu'un qui jouera le rôle du pharmacien, l'autre du patient. Et puis, le but, c'est de l'interaction et voir comment vous arrivez à faire le conseil associé. Delphine, est-ce que tu as d'autres Alors oui, j'ai retours? comment rebondir sur un argument négatif ou erroné du patient, mais ça, c'est quelque chose que tu aussi Alors oui, traites. ça fait partie justement quand on parle de lever les objections. Donc ça fait partie de la quatrième étape conseiller argumenté. C'est-à-dire que effectivement, vous allez avoir des patients qui vont pas être d'accord avec votre proposition, qui vont avoir des critiques à émettre ou une réserve. Et bien là, c'est le but, c'est de lever l'objection du patient. Donc ça aussi, ça se fait grâce à une méthode avec différentes petites étapes. Généralement, ça consiste à bien écouter, accueillir un peu l'objection, bien l'écouter, la comprendre. Et puis ensuite, là encore, il va falloir argumenter, aller dans le sens du patient, peut-être éventuellement changer de produit si vous apercevez que ça colle pas avec sa demande, pour arriver finalement à faire votre conseil, à ce que votre conseil aboutisse. Il n'y a pas d'autres questions à ce stade.
Donc, il est 13 heures. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose que l'on clôture ce webinaire. Merci à tous de votre présence aujourd'hui. Et nous vous souhaitons à tous une très bonne après-midi et à bientôt, on l'espère, avec Adilis pour une formation ou autre. Et merci surtout Merci. Bérangère. Merci Delphine, merci à tous pour votre présence. Merci.